Bon. Donc ça, c'était juste une petite introduction sans son qui, en fait, représente un petit peu quelles sont les visions que, lorsqu'on imagine notre futur, donc qui souvent ont cette approche un petit peu dystopique, donc d'imaginer ces robots qui sont contrôlés par une forme d'intelligence artificielle et qui ont comme mission principale donc d'exterminer la race humaine. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, si on observe en fait, la convergence donc, entre la robotique et l'intelligence artificielle, on se rend compte que ce qui semblait être un petit peu comme de la science-fiction encore il y a 10 ou 15 ans, petit à petit est en train en fait, de devenir une réalité. Et donc, d'un côté, on a effectivement donc, des robots de plus en plus sophistiqués qui commencent à nous ressembler, qui peuvent parler, qui peuvent se déplacer un peu comme nous. Et de l'autre côté, on a effectivement donc, une intelligence artificielle qui est en train de rejoindre des niveaux qui étaient considérés impensables jusqu'à juste il y a quelques années. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on a de quoi se préoccuper ? Est-ce que la direction dans laquelle la technologie est en train d'aller pourrait effectivement aller vers cette direction dystopique ? Donc, est-ce que la convergence entre la robotique et l'intelligence artificielle va nécessairement mener vers une société telle que représentée donc, dans Terminator avec l'émergence de Skynet, donc avec des robots artificiellement intelligents qui vont essayer de nous exterminer? Ou bien est-ce qu'on peut imaginer un futur peut-être un peu plus positif, on ne sait pas, avec des robots qui sont plutôt un peu comme des compagnons, qui vont nous tenir compagnie, qui vont nous parler, nous soutenir lorsqu'on en a besoin, bien que, évidemment, cette vision pourrait aussi être tout aussi dystopique en fait, que l'alternative de Skynet. Et en fait, donc le problème que je veux adresser aujourd'hui, c'est en fait que, indépendamment en fait, de où est-ce qu'on veut aller avec notre imagination, il y a encore un élément très important qui nous manque afin donc de réaliser l'un de ces deux objectifs. Et donc c'est la question autour de l'autonomie, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que donc, ces robots peuvent effectivement opérer de façon autonome et indépendante de toute personne tierce. Et en fait, le problème, c'est que donc, si on regarde aujourd'hui la plupart donc, des systèmes d'intelligence artificielle qui sont créés, ils sont contrôlés, ils sont maintenus, ils sont en fait sous l'emprise d'une compagnie ou d'une personne. Et donc, ils ne sont pas en tant que tels autonomes, mais ils agissent un peu comme des agents par rapport à ces acteurs, bien que de plus en plus, les acteurs ils ne sont plus vraiment capables de comprendre entièrement le fonctionnement de ces systèmes. Et si vous ne l'avez pas vu, j'invite tout le monde à regarder cet épisode de Star Trek qui s'appelle The Measure of a Man, où justement il y a toute la question autour de l'autonomie de Data qui est remise en question, comme est-ce que c'est effectivement un robot autonome. Et donc, une des raisons principales pour laquelle ces robots ne peuvent pas être complètement autonomes, c'est qu'ils n'ont pas la capacité technique ou juridique de posséder des actifs, que ce soit des actifs physiques ou numériques, à leur propre nom. Et donc, évidemment, ils n'ont pas aussi la possibilité de les transférer à des tiers en échange notamment de certains services ou de certains produits. Et donc, sur ce point-là, je pense qu'il est très intéressant donc, de distinguer entre deux types d'autonomie. Donc, d'un côté, on a l'autonomie décisionnelle, et donc, c'est-à-dire la mesure dans laquelle ces systèmes sont capables de prendre des décisions par eux-mêmes par rapport à quelle est la meilleure action à suivre afin d'atteindre un objectif donné. Et donc, c'est ce qui est permis aujourd'hui de plus en plus grâce au système d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique. Et l'autre, c'est l'autonomie opérationnelle. Et c'est-à-dire, c'est la capacité d'agir et d'opérer de façon indépendante de tout acteur tiers. Et donc, ça implique la nécessité, d'une certaine façon, d'être autosuffisant. Et donc, c'est bien sûr quelque chose que l'intelligence artificielle ne va pas être capable de fournir.
Et donc, c'est ça qui nous amène vers la deuxième technologie la plus importante en ce moment, qui va nous faire, qui nous fait un petit peu partir dans tous les sens avec notre imagination. Et donc, c'est la blockchain qui va en fait contribuer par rapport à l'autonomie opérationnelle, ce que l'intelligence artificielle est en train de faire aujourd'hui avec l'autonomie décisionnelle. Et donc, pour illustrer ce concept, je vais vous présenter donc, un projet artistique que j'ai commencé en 2014. Et donc, l'idée, c'est de créer une forme de vie fondée sur la blockchain. Et donc, ça n'a pas l'air très dangereux pour l'instant, et vous allez pouvoir les visiter au premier étage si vous voulez. Mais d'une certaine façon, c'est peut-être la chose la plus semblable de Skynet que l'on a aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, une forme de vie fondée sur la blockchain, c'est donc une entité qui doit répondre à 3 critères principaux. Donc, un, c'est qu'il faut qu'elle soit autonome, c'est-à-dire qu'elle n'est contrôlée par personne. Deuxièmement, il faut qu'elle soit autosuffisante, c'est-à-dire qu'elle est capable de collecter toutes les ressources nécessaires pour assurer sa propre survie. Et ensuite, évidemment, comme toute autre forme de vie, elle doit être capable potentiellement de se reproduire. Alors, comment ça marche? Lorsqu'on observe les plantes traditionnelles, donc, il y a beaucoup de plantes qui sont incapables de se reproduire par elles-mêmes et qui vont donc s'appuyer sur l'aide donc, de papillons ou d'abeilles qui vont les aider dans le processus de reproduction avec donc, la pollination. Et donc, de la même façon, les plantoïdes ne sont pas capables de se reproduire par elles-mêmes et donc elles vont elles aussi s'appuyer sur l'aide, cette fois des humains, qui vont les aider dans le processus de reproduction en donnant du capital sous la forme donc, de crypto-monnaies. Et donc, un aspect important à comprendre pour comprendre le fonctionnement de la plantoïde, c'est qu'une plantoïde est faite de 2 composants séparés. Donc, d'un côté, il y a le corps de la plantoïde qui, en fin de compte, c'est une sculpture métallique qui donc subsiste dans le monde physique. Et ensuite, il y a l'esprit ou l'âme de la plantoïde qui existe sous la forme d'un logiciel qui est déployé donc, sur la blockchain d'Ethereum. Et ces 2 composantes vont donc interagir les unes avec les autres afin de donner vie à la plantoïde et afin d'assurer qu'elle soit capable de se reproduire. Et donc, pour voir donc les différentes phases de reproduction, donc la première, c'est la phase de capitalisation. Et donc, c'est là où la plantoïde va essayer de se faire la plus belle possible ou la plus intéressante afin donc d'attirer les gens et de les convaincre à donner des crypto-monnaies. Et donc, chaque plantoïde a son propre compte en Bitcoin et en Ether que les gens peuvent envoyer de l'argent. Et à chaque fois qu'elle va recevoir un peu d'argent, elle va montrer une forme d'appréciation en faisant une petite danse ou en jouant de la musique ou en changeant des lumières. Et donc, ce qui se passe, c'est que la plantoïde va donc constamment monitorer sa balance sur la blockchain. Et dès lors qu'elle va se rendre compte qu'au fur et à mesure, elle a accumulé suffisamment d'argent pour assurer sa reproduction, elle va donc activer le logiciel sur la blockchain d'Ethereum, qui va donc lancer la deuxième phase de reproduction, qui est donc la phase de mating, je ne sais pas comment dire ça en français, d'accouplement. Et donc, c'est là où la plantoïde va essayer donc, de rechercher une personne qui va l'aider à se reproduire. Et donc, la façon dont c'est fait, c'est encore par le logiciel donc, sur la blockchain d'Ethereum, qui va donc ouvrir un appel d'offres et qui va inviter donc, des artistes, des designers ou n'importe qui à soumettre des propositions sur comment est-ce qu'ils envisagent de produire la prochaine plantoïde. Et toutes les personnes qui ont contribué au financement de cette plantoïde vont donc pouvoir voter sur les contributions, les propositions qui leur plaisent le plus. Et leur vote va être pondéré avec la quantité donc, de crypto-monnaies qu'ils ont envoyées. Et donc ensuite, le logiciel sur Ethereum va traiter toutes ces informations et va éventuellement identifier le gagnant. Et c'est donc là que ça va activer la troisième et la dernière phase de reproduction, qui est donc la phase de l'embauchement. Et c'est là où donc la plantoïde va exécuter une transaction sur la blockchain de façon à transférer toutes les crypto-monnaies qu'elle a collectées à la proposition gagnante et donc qui va embaucher
la personne qui a proposé, de façon à ce qu'elle soit commissionnée pour créer une nouvelle version de la plantoïde. Et donc là, vous pouvez voir l'arbre généalogique de l'espèce des plantoïdes. Donc actuellement, il y a 12 plantoïdes dans le monde et il y en a une 13e qui est en train de naître. Et donc un aspect important, c'est que toute plantoïde doit respecter les critères qui ont été codifiés dans son ADN. Et donc notamment, par exemple, la plantoïde numéro 8, elle doit être faite avec de la chêne et elle doit, tout son design doit être mis licencié sur une licence Creative Commons tel qu'il a été donc prescrit par la première plantoïde numéro 1. Et ensuite, donc, chaque artiste qui va créer la nouvelle plantoïde va pouvoir incorporer des nouveaux critères au sein de l'ADN de la plantoïde qu'ils produisent. Et ces critères vont donc devoir être respectés par tous les descendants de cette plantoïde. Et donc, l'aspect intéressant, c'est qu'effectivement, on est en train de créer dans ce cas une forme d'algorithme évolutionnaire, puisque la plantoïde va donc se reproduire dans des branches, dans des espèces différentes, chacune avec ses propres caractéristiques. Et les plantoïdes qui vont plaire le plus vont donc recevoir plus de donations en crypto-monnaie et vont donc pouvoir se reproduire plus, alors que celles qui sont le moins appréciées vont tout simplement s'arrêter là et ne peuvent plus se reproduire. Et donc, l'idée, c'est qu'on ne connaît pas aujourd'hui quelles sont les caractéristiques les plus intéressantes pour une plantoïde, et c'est en fait l'environnement, donc c'est l'écosystème dans lequel elles existent qui va déterminer comment elles vont évoluer. Et petit à petit, on va se rendre compte quelles sont les caractéristiques qui sont les plus appréciées par cet environnement, et donc ce sont ces plantoïdes avec ces caractéristiques qui vont se reproduire le plus et qui vont potentiellement petit à petit coloniser la planète. Donc évidemment, les plantoïdes ne sont qu'un exemple, ne sont qu'une typologie spécifique donc de formes de vie fondées sur la blockchain, mais il y en a plusieurs d'autres. La plupart sont des formes de vie qui subsistent uniquement sur la blockchain, donc qui n'ont qu'une représentation numérique. Mais il y a donc de plus en plus certains projets qui commencent à effectivement s'instancier aussi dans le monde physique. Donc je ne vais pas présenter Terra Zero parce qu'il va être présenté bientôt, mais donc c'est un autre projet artistique qui utilise la blockchain pour aider les forêts à collecter de l'argent en vendant leurs arbres et ensuite utiliser cet argent pour acheter leur terrain et s'émanciper de leurs propriétaires. Ou alors, on peut avoir aussi donc l'idée peut-être un peu plus futuristique de la voiture autonome qui se possède elle-même et donc qui va se promener dans la rue et qui va fournir donc des passages à des gens, qui va collecter de l'argent à chaque fois qu'elle offre un passage et donc utiliser cet argent pour pouvoir s'acheter de l'électricité ou de l'énergie et potentiellement, pourquoi pas, de payer des gens pour pouvoir se réparer ou pour pouvoir s'augmenter, s'améliorer au fur et à mesure qu'elle collecte plus d'argent. Et donc, évidemment pourquoi s'arrêter là pourquoi on doit s'arrêter à ces plantes ou à ces voitures autonomes? Pourquoi ne pas créer des robots autonomes qui vont pouvoir collecter de l'argent lorsqu'ils fournissent des services à la société et ensuite utiliser cet argent pour se nourrir avec de l'électricité et pourquoi pas pour embaucher des gens pour travailler pour eux et peut-être un jour pour embaucher des gens pour les aider à se reproduire comme font les plantoïdes. Alors, on est évidemment peut-être dans le cas de la science-fiction à ce point-là, mais en fin de compte, ce sont des opportunités qui existent. Et donc, la plantoïde, c'est un peu un exemple pour montrer qu'on peut le faire dès aujourd'hui. C'est de la science-fiction, mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Et d'une certaine façon, en espérant que ça va inspirer d'autres personnes à créer des modèles semblables qui vont expérimenter avec ces nouvelles technologies. Et donc, en fait, l'idée intéressante, c'est de voir que la combinaison de l'autonomie décisionnelle, donc de l'IA, et l'autonomie opérationnelle de la blockchain permet en fait donc l'émergence de ces nouveaux robots ou de ces nouvelles machines autonomes qui peuvent opérer de façon complètement indépendante de tout tiers et qui ne dépendent de personne pour s'alimenter, pour survivre et potentiellement donc qui ne sont contrôlés par personne.
Et donc, pour retourner donc, plus à la question de l'idéologie, si on regarde un petit peu dans le passé, on peut voir qu'en fin de compte, toutes ces narratives donc, d'autonomie et d'émancipation et d'incapacité en fait d'échapper au contrôle des États, c'est assez semblable en fait aux narratives initiales donc autour de la création d'Internet, où nous avions donc les pionniers de l'Internet qui voyaient cet espace comme un nouvel espace, le cyberespace, qui ne pouvait pas être touché, qui ne pouvait pas être régulé par les États parce que tout simplement ils n'avaient pas la capacité d'accéder à ce milieu. Et le fait, c'est qu'évidemment, au cours des années, on s'est rendu compte que malgré tout, c'est pas tellement difficile de réguler l'Internet, puisque au fur et à mesure, eh bien, ce réseau qui était initialement décentralisé, petit à petit, a commencé à se concentrer avec l'arrivée en fait des acteurs de marché qui se sont rendus compte qu'il y a beaucoup d'argent à se faire sur ce réseau. Et donc, en quelques années, ce réseau qui était initialement perçu comme un système donc complètement décentralisé qui permettrait de promouvoir la liberté d'expression, la vie privée, etc., s'est transformé progressivement en cet outil de surveillance et de contrôle. Et donc, si on regarde à nouveau donc, les narratives initiales donc, des créateurs, des pionniers donc, de Bitcoin et de la blockchain en général, on peut voir qu'en fait, il y a une narrative qui est assez semblable à celle des pionniers de l'Internet. Et donc, la question, c'est est-ce que cette technologie, est-ce que la blockchain peut effectivement réussir là où l'Internet, en fait, a échoué? Et donc, est-ce que cet outil peut devenir effectivement un outil donc, d'émancipation individuelle et de désintermédiation, tel qu'il avait été espéré avec l'Internet? Et est-ce qu'il permettrait peut-être de matérialiser les visions originales donc, des cypherpunks et de créer ce nouveau modèle donc, de crypto-anarchie sur l'Internet? Et donc, lorsqu'on parle de la régulation d'Internet, à l'époque, il y avait donc Lawrence Lessig avait introduit le concept de l'irrégulabilité, donc l'incapacité de réguler cet espace, justement dû aux complexités de ce réseau décentralisé. Et dans le monde de la blockchain, on ne parle pas de non-régulabilité, mais on parle de allégalité, c'est-à-dire l'idée que ces systèmes, ils opèrent complètement en dehors du système juridique. Donc, ce n'est pas illégal, mais c'est allégal. Et donc, on peut voir déjà aujourd'hui, en quelque sorte, comment cette allégalité en fait, va aussi comporter une illégalité, puisqu'il y a plusieurs applications qui rentrent en conflit direct en fait, avec les régulations, qu'il s'agit donc notamment d'utiliser la pseudonymité des réseaux tels que Bitcoin pour faciliter donc, le blanchissement d'argent, pour la création de systèmes de marché pour échanger donc, des produits illicites. Et puis, plus récemment, on s'est aussi rendu compte que justement l'incorruptibilité et l'immutabilité de cette technologie va comporter potentiellement des conflits dans la mesure où les gens peuvent l'utiliser pour stocker des contenus qui sont des contenus illicites. Et aussi, donc, avec toute la discussion autour de la nouvelle régulation pour la protection des données personnelles, l'impossibilité notamment donc, de faire appliquer le droit à l'oubli. Mais donc l'aspect sur lequel je pense c'est le plus intéressant donc, de se concentrer quand on parle donc d'allégalité, c'est la distinction donc, qui existe entre les règles de droit et les règles de la technologie dans le contexte en fait, de la propriété. C'est-à-dire que le droit de propriété en tant que tel, c'est donc une création du droit. Et donc, si j'obtiens un droit de propriété sur un objet de façon qui va en fait s'avérer être illégitime, eh bien, un juge va pouvoir déclarer que en fait, je ne suis pas le propriétaire de cet objet et donc va pouvoir me le retirer. Par contre, lorsqu'on rentre donc, dans l'écosystème blockchain, on a donc ce concept d'objets cryptographiques, donc de propriété blockchain, qui en fait ne va pas suivre les mêmes règles que les règles de droit. Et donc la possession ou la possession de ces actifs numériques va être définie non plus par le droit, mais par le code. Et ça veut dire que d'une certaine façon, il ne peut être retiré que par le code. C'est-à-dire que si je vais obtenir de façon illégitime un bitcoin, indépendamment de ce que le juge va dire, il n'y a personne qui va pouvoir, de façon unilatérale, récupérer ce bitcoin de moi. Et un autre aspect donc, aligné avec ça, c'est dans tout ce qui concerne les contrats.
c'est-à-dire que de la même façon, les contrats sont gérés par le droit. Et donc, il crée cette forme de relation entre des parties qui décident de devenir contraints par certaines règles. Et ensuite, donc, c'est au juge, c'est au droit d'aller interpréter quelle était la vraie intention des parties contractuelles pour comprendre comment est-ce qu'il faut faire valoir ce contrat. Et lorsqu'on rentre dans le modèle donc, de la blockchain, on rentre dans ce modèle donc, des smart contracts, où en fait, de nouveau, donc, la définition de la relation entre les personnes ne va plus être basée sur le droit, mais va être basée uniquement sur le code. Et donc, évidemment, avec tous les problèmes que le code peut avoir des erreurs, que le code n'est pas capable de vraiment appréhender quelle était l'intention réelle des acteurs qui sont rentrés dans ce contrat, et avec donc l'avantage ou l'inconvénient qu'effectivement ces contrats vont s'exécuter de façon automatique, indépendamment donc de l'application des règles de droit par une partie tierce. Et donc la question, étant donné ces nouvelles caractéristiques que nous fournit la blockchain, c'est est-ce qu'on est effectivement en train de se déplacer vers l'émergence de la création de ces nouveaux robots autonomes. Et donc il y a évidemment quelques limitations. Donc, tout d'abord par rapport à l'autonomie décisionnelle, puisque l'autonomie décisionnelle avec l'intelligence artificielle et le machine learning actuellement ne fournit que la capacité donc, de décider comment agir par rapport à un certain objectif, mais il n'y a pas la capacité pour ces systèmes informatiques de décider par eux-mêmes quel est l'objectif qu'ils veulent rejoindre. Et lorsqu'on parle donc de l'autonomie opérationnelle, donc elle existe parce qu'effectivement, on a des systèmes qui vont opérer indépendamment de toute partie tierce, mais en même temps, il faut aussi reconnaître qu'il y a quand même des forces sous-jacentes qui vont d'une certaine façon influencer l'exécution de ces systèmes. Et donc c'est là où on rentre dans toute la question qui, je pense, est une question absolument fondamentale aujourd'hui lorsqu'on parle de ce système, c'est quelle est la forme de gouvernance qui existe autour de ces modèles. Et en fait, pour l'instant, jusqu'à présent, il y a eu beaucoup d'attention qui a été posée sur le système donc, de la gouvernance par l'infrastructure, hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va codifier certaines règles au sein du protocole ou au sein du logiciel qui va être déployé sur la blockchain. Mais de plus en plus, on se rend compte qu'en fait, il y a une force majeure qui est la gouvernance de l'infrastructure, puisque en gouvernant cette infrastructure, on va pouvoir éventuellement modifier le code de la technologie. Et donc, c'est notamment ce qui s'est passé avec le hack donc, des DAO, où effectivement, à cause d'une erreur au sein du code, il y a eu donc, une personne qui a réussi à récupérer pas mal de crypto-monnaies. Et cela a impliqué donc, une décision qui a obligé à la communauté Ethereum d'identifier un mécanisme, comment résoudre ce problème, déjà si le résoudre et comment le résoudre, et donc éventuellement qui a porté à une modification du protocole de Ethereum pour récupérer en fait l'argent qui avait été déplacé. Et donc ça illustre effectivement que bien que lorsqu'on parle des applicatifs sur la blockchain, on va parler donc du code qui fait effet de loi, mais en fin de compte, il ne faut pas oublier qu'il y a tout un écosystème autour des personnes qui vont décider quelles sont les règles du jeu dans ce smart contract et qui vont effectivement potentiellement influencer ce code. Voilà, je vais m'arrêter ici.